Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. Comment ça va? Et bienvenue à notre série avec Inomalt. Inomalt, c'est du malt fait au Québec, 100% québécois, 100% qualité. Si vous avez besoin de malt de qualité québécoise, allez voir inomalt.ca. Comme vous savez, notre série avec Inomalt, on discute avec des brasseurs du Québec. Puis pour le monde en Ontario, on a une série aussi avec eux autres qui s'en vient, qui s'appelle Brew and Industry. So, dans quelques jours, vous allez voir des podcasts qui vont sortir dans nos fils. Aujourd'hui, on parle avec quelqu'un que je connais depuis un bout de temps. Depuis, on se parle souvent par courriel. C'est un gars avec qui j'ai fait une entrevue dans une chambre d'hôtel à Québec, à la MBQ. Puis, bien sûr, c'est quelqu'un qui je me rappelle quand j'ai commencé à parler avec lui au début, l'amour de brassage, ça se voyait bien. Il s'est lancé dans le brassage britannique, anglais, tu sais, le monde comme ça. Qu'au début, le monde ne pensait pas que ça allait pogner, mais quand tu rentres ici au bar, souvent, les fins de semaine, c'est plein. Le monde aime beaucoup ce qu'ils font. Même moi, je ne connaissais pas beaucoup les bières britanniques. Il faut que je sois honnête là-dessus. Puis c'est vraiment avec eux autres qui m'ont donné la chance de découvrir des affaires différentes, des affaires comme ça. Puis nous autres, bien sûr, si vous savez, la Shop Angus. Shop Angus, c'est à Montréal. Ça fait combien d'années que tu existes déjà? Ça va faire 3 ans en juin. 3 ans déjà, imagine-toi, man. Ça passe vite le temps, hein? Ouais, très. Ça, nous autres, on va parler aujourd'hui avec la gang de Shop Angus pour comprendre un petit peu le brassage, comment ça fonctionne, l'utilisation, bien sûr, de malt d'Inomalt, pour comprendre un petit peu comment fonctionne. Comme on sait, le malt, c'est le backbone de la bière souvent, puis c'est souvent, il faut bien le travailler pour que ça soit. Puis bien sûr, avec ce qui se passe avec nos tarifs qui s'en viennent, c'est important de plus en plus de consommer québécois. Puis je pense que, écoute, man, il a réussi à faire ça. Puis comme je dis, si vous êtes à Montréal, venez à la Shop Angus parce qu'il y a plein de bonnes bières à découvrir. Puis il y a plein d'affaires intéressantes à découvrir parce que c'est une place en plus qu'on mange bien en plus. Oui, très. Exactement. En plus, on vient de voir Marie passer. Donc, bien, excellent. Écoute, présente-toi. Salut, moi c'est David Dorez. Là, ça fait comme, ça fait quand même un petit bout de temps maintenant que je connais Léo depuis notre visite, je pense, en 2020 ou 2021. Je me souviens. 2021, je pense. C'est comme la fin. On était dans le début des travaux ici, puis on a décidé d'aller au congrès de la MBQ pour juste prendre le pouls. C'est ça. Ça fait 3 ans qu'on a ouvert la Shop Angus. Ça va faire 3 ans en juin. Là, on est déjà en train de préparer notre 3e anniversaire qui arrive dans les prochains mois. Quand même. On vient juste de terminer un anniversaire puis on déjà prépare l'autre quasiment. Ça va vite le temps. On est un petit brew-pub situé dans les Shop Angus, dans Rosemont, donc dans le petit quartier de banlieue à l'intérieur de la ville. C'est tellement hipster. C'est quand même un beau petit quartier en développement puis c'est pas fini d'être développé. Il reste encore beaucoup de choses à grandir dans le coin dont on attend encore les informations. C'est ça, on a un petit beau pub d'une 60aine de places, 60-80 places, dépendamment de la configuration, avec une grande terrasse quand même de 84 places, toujours ensoleillée, domaine privé, là, dans le sens où on l'ouvre. D'ailleurs, on a commencé à avoir des clients sur la terrasse, là, on est au mois de février. Au Québec, mais il faut ouvrir. Déjà, c'est de la place, c'est t'as pas dehors, avec une bonne bière noire, t'es correct. Hein? Ben oui, non, c'est parfait. Donc, c'est ça, spécialisé dans les bières anglaises, on a quand même pas mal de produits. Classiques dans le sens comme Ordinary Bitter, Strong Bitter, IP anglaise, on a des Dark Mild, on a aussi là actuellement on a la Peaky Minders qui est une collabo avec les 4 origines qui est vraiment bonne. On a de Pale Ale anglaise, on a quelques produits américains, on a un nouveau produit qui vient d'arriver au menu qui est une New English IPA. Okay. Donc, c'est pas une IPA classique, c'est pas une IPA américaine, c'est une IPA non binaire. C'est quoi la différence avec ça? C'est juste qu'elle goûte les agrumes, avec des houblons 100% anglais. Ok. C'est un des derniers produits, on l'a sorti hier, mardi, mercredi. Là. Donc, c'est justement un monomalt pale anglais de Inomalt avec du houblon anglais, Harlequin et Olicana, qui vont avoir des belles saveurs très... agrumes, mangue, fruits tropicaux, pamplemousse. C'est une bière de vacances, même. Oui, c'est une bière de vacances qu'on sort avant. Là, c'est 5,5% d'alcool, bonne amertume,
Écoute, elle est sortie cette semaine, j'ai juste des bons commentaires. C'est elle qui vient remplacer ma IPA américaine parce qu'on a quand même fait le pari ici de ne pas avoir d'IPA américaine pendant un été. Puis on a été surpris de la réaction des clients qui disent comment enfin pas juste de l'houblonné. Donc là, on a continué avec cette mouvance. Et on a une IPA américaine, puis là maintenant j'avais une IPA anglaise classique. Mais là, je vais avoir une IPA moderne anglaise, puis une IPA anglaise classique. Tout ce qui vient l'idée de l'IPA, de lancer des bières britanniques, parce que je me rappelle qu'au début, quand on a commencé toi, à parler de ça, on parlait de ça, puis le monde disait, ah, là, ils vont jamais triper là-dessus le monde, c'est trop weird pour le goût. Puis c'était weird parce que je disais, mais non, que Montréal, c'est très Irish, c'est très British, il y a de la bonne bière comme ça, tu t'en vas dans le Lion Club, et puis le monde boit ça, puis je voyais j'ai jamais compris qu'il y avait tellement un arrêt là-dedans, l'arrêt du monde qui disait non, ça n'a jamais marché, puis j'étais comme, non, mais c'est vraiment ça, ça a été un gros pari d'essayer de ramener des bières classiques qui ont été, tu sais, ça a été la bière au Québec pendant des années, tu sais, je veux dire, avant on faisait de l'importation, on brassait des bières classiques, c'est juste depuis les 15 dernières années qu'il y a vraiment comme cette mouvance très nord-américaine dans la culture brassicole au Québec, surtout qu'en plus en tant que brasseur au Québec, on est parmi les meilleurs internationaux au monde, on s'est brassé tous les styles et bien, puis tu sais, pour répondre à ta question, le pari ça a été justement, tu sais, on voit la mouvance de la culture actuellement de, tu sais, le marché a été très... on va tout acheter. On achète toute la nouveauté. Les gens avaient de l'argent pour ça. Maintenant, ils ont moins d'argent, puis ils vont beaucoup plus sur des bières comme, OK, tu veux une bonne rousse, une bonne noire, une bonne IPA. Ce qui fait que les gens veulent de la certitude quand ils achètent quelque chose. Puis en même temps, la bière anglaise, comme la bière allemande, tu sais, genre vraiment comme son classicisme fait que, tu sais, tes bières doivent être parfaites. Tu dois être dans le style, puis elles doivent un peu déroger, mais peuvent pas trop déroger versus une IPA houblonnée où tu peux genre comme mettre tout ce que tu veux comme houblon, ça va goûter bon pareil. J'exagère un petit peu là. Je suis pas un aficionados de IPA en général, mais tu sais, par exemple, tu vois, là, dans les dernières générations, tu vois que la lager reprend, tu vois que les styles, les vieux styles commencent à réémerger au Québec. Puis là, brasser des styles classiques anglais, c'est en même temps, mais c'est des styles qui ont été bu pendant des années, donc ce qui fait que tu as encore une papille sensorielle d'histoire qui est toujours présente. Donc là, en réintégrant des vieux styles, mais en même temps, c'est refaire une certaine pédagogie, de se dire, tu sais, les vieilles bières, c'est aussi des bonnes bières. Donc on revoit, tu sais, genre, j'ai sorti une brune anglaise qui est une Stock Ale, c'est un bon vendeur, c'est quand même une brune à 6,2%. J'ai sorti une USB dernièrement, ça a été mon numéro 1 des ventes pendant que elle est partie en 6 semaines d'avance. J'ai été sold out au pub bien avant parce qu'elle sortait, elle pognait, c'était pas une rousse, c'était pas une IPA, c'est comme ça bien cuivré, c'était une bière d'automne. Tu vois, j'ai sorti c'était un Irish Stout dernièrement, c'est parmi mon numéro 1 des ventes ici. Je veux dire, je capote un peu parce que le pari qu'on a fait dans notre quartier, avec aussi peut-être peut-être le côté éducatif, dépendamment de, on est quand même dans une niche professionnelle et aussi d'habitation. Là, plein de compagnies dans le coin aussi. Puis ils sont tous de mon âge, donc la quarantaine, ce qui fait que fin de trentaine, début quarantaine, ce qui fait que c'est comme, je sais que c'est quoi leur style de papy ici. On a tous commencé avec de la grosse belge de Unibrou, ensuite on est passé à boire toutes les IPA de Boréal et de Dieu du ciel. Boire n'importe quoi. C'est ça, bon, exact. Puis là maintenant tu t'en viens, genre comme finalement là, une petite rousse 4,5%, peut-être better 3,8, 3,7, c'est comme ça rentre au poste, puis tu veux boire sans te mettre plein la face. Mais ça, tu vois, boire c'est un peu comme le vin, tu veux mieux boire. Ouais. Et souvent, comme tu dis ici dans ton coin, c'est un repas qui va avec ça. T'as le monde là-bas qui va sortir. Si t'as envie de boire une bière pour te maganer la santé, tu peux aller boire ça ailleurs. Mais chez vous, c'est vraiment des bières classiques, un peu comme le vin. Tu viens ici, tout ça. Tu sais ce que tu veux, puis tu sais que t'as un pairing qui se fait avec la bouffe. Là. Est-ce que tu fais beaucoup de pairing avec de l'alcool fort, toi, ici? Il n'y a pas des petits Irish Bombs, ça va comme ça? Non, on n'a pas. On avait déjà essayé avec certains spiritueux, tu sais, dont je pense qu'il y avait. Je pense qu'il y a le whisky le triple grain de. Je me souviens plus, un triple grain de.
C'est la distillerie du Saint-Laurent, là. Ok. On avait fait avec notre Golden Ale, c'était vraiment bon. Ça rehaussait vraiment le malt. Mais non, c'est un des projets qu'on a en soi quand on aura le temps. Excellent. Toi et moi, on s'est rencontrés il y a c'est dans la pandémie. Pendant la pandémie. Pour la MBQ, tout ça. Comment ça fonctionne? Comment ça a été, toi, maintenant, de là à maintenant, tu as ta business? Il y a beaucoup de changements, que ce soit les canettes, que ce soit le loup blanc, maintenant qui monte, tout ça. Comme homme d'affaires, puis brasseur, qu'est-ce qui a changé ta vision de voir les affaires? Parce que, tu sais, brasser chez vous, brasser ici, il faut que tu payes du monde, il faut tout ça, il faut que tu payes le loyer, il faut que tu payes d'affaires, tu es une coopérative quand même. Mais qu'est-ce qui a changé de toutes ces affaires-là? Comment tu vois l'industrie depuis le début jusqu'à maintenant? Tu vois la grosse différence entre avant la pandémie puis après la pandémie. Tu sais, les gens... T'es plus jeune? T'étais plus jeune? J'étais plus jeune déjà, je sortais plus à cette époque-là. Puis tu le vois, je pense que les gens sont restés plus casaniers. L'impact du télétravail a été plus important qu'on aurait pu espérer. Puis, je continue à connaître les entreprises du secteur parce qu'on les connaît, qu'on les côtoie en général. On sait c'est quoi leurs habitudes de journée au travail puis versus le télétravail. Donc, c'est tout ça aussi qui est intégré beaucoup plus dans un modèle professionnel, un modèle entrepreneurial, de dire c'est quoi l'impact de ta clientèle réellement. Puis le télétravail, tu vois, ça a été la grosse chose. J'ai entre mon budget de plan d'affaires à l'avant, en prenant comme des exemples d'autres microbrasseries à côté, puis tu sais qu'aujourd'hui, tu sais aussi, c'est pas le Golden Age qu'ils ont eu avant la pandémie. Donc, c'est ça. Donc, mais sinon, c'est tough, c'est le fun, ça reste le fun. Puis c'est challengeant. Vraiment, c'est un bon mot, challengeant. Challengeant, puis toute autre tâche connexe tout le temps. Tu sais, comme j'étais brasseur, j'ai aussi une vie de famille maintenant, ce qui fait que j'ai aussi pu embaucher un brasseur assistant qui est devenu un brasseur exécutant maintenant. Donc ça donne beaucoup de changements à chaque année. C'est une question à poser. Tu sais qu'au début, tu étais brasseur. Quelle sorte de vision que tu as comme brasseur, toi? Tu sais, oui, tu as des brasseurs britanniques, tout ça, mais c'est quoi ta vision comme brasseur? Et ta façon de brasser? Plus de guts, plus technique, plus nerd? Quand tu commences à brasser les bières, c'est comment tu brasses tes bières? Moi, j'étais un brasseur technique. Moi, j'étais un brasseur orienté principalement sur la technique de brassage, puis le goût. Mais le goût, je travaille avec ma technique de brassage parce que c'est en fonction des techniques que je peux travailler les différents goûts du mariage des céréales, puis aussi de le comprendre. En fait, c'est important, c'est comme si tu brasses ta recette avec le goût, mais si ta technique ne suit pas derrière, ta recette ne peut pas être la même à chaque fois. Non. Donc, c'est comme moi, ce qui est important, c'est de m'assurer que toute ma technique était bonne pour être capable de dire, tu sais, quand je fais une bière, si elle est bonne du premier coup, je suis capable de la répéter. C'est ça qui est important pour moi. Ça, vraiment, le côté technique. Puis ton nouveau brasseur, il est comment? Est-ce qu'il est plus guts ou plus technique quand tu l'as fait avec lui? Il est plus technique. Mon brasseur n'est pas... il est en formation sur le goût. Parce que moi, c'était mon ancien barman. C'est comme en fait mon brasseur. Oui, c'est un gars qui sert la bière. Donc lui, maintenant, il est capable de parler de la bière qu'il fabrique. Mais c'est ça, on est en plein dans sa formation de justement comment monter des recettes ensemble puis de comprendre tout ça. Parce que c'est mon brasseur exécutant, puis il brasse maintenant maison. Il brasse ici pour le fun. Nice. Donc, ce qui fait que c'est quand même le fun, parce qu'on se challenge, on s'amuse. Tu sais, ça lui donne quand même accès à tout notre portefeuille ici de houblon qu'on a pour essayer des choses. Parce qu'on a un petit kit pilote, donc on s'amuse aussi, le tout petit kit pilote. Dernièrement, il a fait une petite lager noire, style comme Schwarzbier, un truc comme ça. Puis c'est comme ça sort vraiment bien là, donc c'est une idée pour l'année prochaine, pour l'automne prochain. Question pour toi, tu sais, les bières britanniques sont, comme tu dis, sont très. Il y a un détail spécial pour les bières britanniques, il y a une lignée en soi. Oui, ton range est plus Ton range est très petit, tu peux jouer un petit peu si tu veux quand tu fais des prêts à boire, des affaires weird comme ça. Du moment quand tu commences à faire des bières britanniques, puis tu t'en viens au Québec, il faut que tu changes de malt, il faut que tu changes de houblon, il faut que tu travailles là-dessus. Comment tu fais pour te mettre en place? On sait que tu travailles avec le malt Inomalt. Comment tu fais pour changer ou à trouver une façon que ça soit ce qui est en ligne en tête? Parce que, comme on dit,
C'est toi qui m'as fait connaître vraiment les bières britanniques, puis je sais que c'est très très difficile. difficile. Et comment tu fais pour amener ce malt québécois dans une bière britannique et travailler là-dessus? Comment ça fonctionne tout ça? Il y a plusieurs ingrédients dans une bière anglaise. Tu sais, il y a la levure, il y a aussi le houblon. Ah ouais. Puis dépendamment de c'est quel type de bière anglaise que tu veux, ben, c'est qu'est-ce que tu veux mettre plus de l'avant. Peut-être tu vas avoir des bières anglaises où ça va être le malt qui va être mis plus de l'avant. Peut-être que ça va être une bière brune. Donc dans ce cas-là, c'est ton malt de spécialité qui va être plus important parce que c'est lui qui donne le plus de caractère. Des fois, c'est beaucoup plus le houblon. Le houblon, tu sais, par exemple, tu vois, si on parlait de la USB, ben, la USB, c'est le houblon anglais avec le caractère céréalier très caramel qui ressortait plus avec la petite finale à l'anglaise, avec du malt anglais un petit peu. C'était un bon exercice. J'ai brassé avec du Mary Sutter quand j'étais brasseur maison, puis après j'ai comme décidé de faire comme hey, on a du malt québécois, je vais essayer ça. Puis tu sais, oui, il y a des subtilités qui sont légèrement différentes. C'est comme n'importe qui, c'est le terroir qui fait. Là. Puis tu sais, le terroir québécois est quand même proche un petit peu dans certaines régions, proche du terroir britannique. Là. Puis c'est du recherche et développement constamment. Puis je te dirais, le meilleur facteur d'appréciation d'une bière anglaise, c'est un Anglais qui vient d'Angleterre. Parce que c'est vrai, tu as eu du monde d'Angleterre qui sont venus voir ta bière. J'ai tout le temps des Anglais qui viennent. C'est vrai, je vois ça souvent. J'ai la communauté britannique qui vient souvent ici. J'ai une communauté irlandaise aussi. J'ai un ami irlandais juste à côté, il vient souvent. Il goûte. Il y a Dave Spurry de l'île de Garde qui vient de temps en temps. Lui aussi, j'ai parlé avec lui, il est très comme... Ah, il est malade, j'adore David. Puis on s'écrit, puis tu sais, genre, on se challenge, puis lui, il me donne des cues, puis justement, tu sais, je veux dire, ma nouvelle IPA, ben, c'est une discussion qu'on a eue, il m'a comme conforté dedans, puis c'est cool, là, je suis vraiment content. Tu sais, je peux sentir des subtilités sur le Mary Sutter, qui est peut-être un petit peu plus crisp que le pale malt anglais de Inomalt, mais pour moi, il est très semblable. Puis, tu sais, dans le sens, comme, des fois aussi, il faut se dire quelque chose, la papille, il faut qu'elle soit énormément développée pour pouvoir mettre un mot d'une subtilité énorme entre deux céréales. Ah oui, un brasseur puis quelqu'un qui achète de la bière, c'est deux affaires différentes. C'est deux affaires différentes. Tu vas pas je comprends quand tu vas à l'IMBQ puis tu fais tes bières, t'es mieux de faire des bonnes qualités de bière. C'est ça. Mais si tu t'en vas, tu sais, madame, monsieur tout le monde, chaque jour, tant qu'ils soient contents. Tant qu'ils soient contents, puis sont contents. Ouais, c'est une discussion que j'ai souvent avec des brasseurs, tu sais, le côté quand ils disent est-ce qu'on est prêt à changer de malt, on a changé de lever, tout ça. Puis je suis comme, tu sais, man, qu'est-ce que toi tu bois, qu'est-ce qu'il boit le consommateur, c'est deux mondes différents. C'est tellement, à chaque bière que je sors, j'ai mon petit panel. Tu sais, j'ai mon panel qui est spécialisé dans la fermentation, donc c'est fait que je fais goûter à la fermentation, puis je fais goûter le produit final. Cette semaine, là, ma nouvelle IPA anglaise, là, ma New British IPA ou Non-Binary IPA, ça c'est Élise, notre amie Élise de Cornouillet qui est passée hier, puis on a parlé de ça, là, de la non-binary, parce que c'est comme c'est anglais, mais c'est à la fois américain, mais c'est pas américain, donc c'est comme drôle, ça fait très moderne comme IPA. Puis je le fais goûter vraiment à plusieurs clients. Je le fais client à genre comme mon staff, parce que je sais comme lui il aime pas la IPA. Je veux lui faire goûter, je veux savoir qu'est-ce qu'il goûte. Elle est bonne, mais c'est pas ma bière que j'aime. Donc c'est comme vraiment, c'est comment tu es capable de sortir un nouveau produit puis de l'avoir analysé finalement par rapport à ton marché actuel. C'est ça qui est important. Puis en tant que brasseur spécialisé dans les anglaises, ben, ça va vraiment être comment la recette est dans ma tête, c'est quoi mes référents, puis c'est quoi ce que je goûte dans mes référents. C'est un petit peu tout ça qui se travaille au même moment dans ma tête. Est-ce que c'est un travail que tu as dû faire tranquillement parce que tranquillement. Parce que l'affaire, c'est que l'idée en arrière, souvent les brasseurs ont une idée X en soi, et toi, comme entrepreneur, tu as vu qu'il y avait deux mondes différents, que ce soit le brasseur ou le consommateur. Quand même. Ton consommateur, c'est 80% de ses papilles, c'est ton consommateur. Tu sais, genre après, tu as vraiment toute la communauté spécifique, le beer geek, tout ça. Puis lui, il va justement, tu sais, comme, faut que ton fine-tuning se fasse pour cette catégorie-là, parce que c'est elle qui va te challenger tes bières pour te dire, sont-tu bonnes, sont-tu pas bonnes, c'est quoi le défaut? Regarde, lui, il a sorti exactement
ce que j'ai découvert dans cette bière-là qui est exactement le point que je voulais développer. C'est exactement ça. Tu sais, c'est comme, tu sais, Untappd, c'est bon et pas bon en même temps. Mais c'est comme cool parce que des fois, tu vois qu'il y a des personnes qui sont précises, qui tapent, qui te donnent un rating qui est un petit peu juste, exactement qu'est-ce que tu veux avoir comme brasseur. Puis si tu arrives à l'avoir dans ton établissement puis d'en parler avec, c'est quand même le fun. Comment tu fais pour travailler le malt en soi? Tu sais, déjà, on te dit, je travaille là-dessus. Est-ce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'appels, c'est beaucoup de monde? Tu appelles Inomalt, tu appelles ici, tu appelles tout ce monde-là, tu appelles du monde chez vous. Comment ça fonctionne? C'est le moment que tu veux lancer une bière? T'as levure déjà difficile déjà? Oui, j'utilise, j'ai 2 levures principales ici à la shop. Là, je travaille avec le Labo Solutions à la Pocatière. J'essaie de travailler Labo / Scarpen maintenant? Scarpen, oui, exactement. Allô Maxime. Mais non, tu vois, je travaille aussi beaucoup avec eux. J'aime beaucoup le milieu. J'aime beaucoup le milieu qui gravite autour des brasseries parce que tu sais, les fournisseurs ont un travail important parce que c'est eux qui te parlent dès le début. Tu sais, genre, j'ai fait intégrer le pale anglais d'Inomalt, qui est mon malt de base ici. Je l'ai travaillé chez nous à la maison. Donc c'est comme j'ai pu voir comment il goûtait, puis j'ai pu, grâce à Mou Internet, il était dispo chez Mou, là, donc j'ai pu le travailler à ce moment-là dans les dernières années de mes brasses maison. Puis j'ai pu voir ce qu'il goûtait. Tu sais, j'avais le Mary Sutter, puis j'avais les deux ensemble, puis tu sais, je voyais, il était beaucoup plus crisp, beaucoup plus visqueux le Mary Sutter, mais vraiment une onctuosité beaucoup mieux mielleuse. Donc moi, c'est cette identité-là que j'aime, puis parce que ça se marie bien avec le Whisky & Golding, parce qu'il y a aussi une petite saveur mielleuse aussi qui ressort. Donc c'est aussi vraiment ton pairing de saveurs que tu veux associer. Puis j'ai décidé de travailler avec Inomalt sur aussi tous ces maltes, donc c'est-à-dire son 2 rangs, son pils moderne, son pils traditionnel, son blé rouge, puis essentiellement, je veux dire, c'est le pale anglais. Moi, le pale anglais, j'utilise à toutes les sauces si je peux l'utiliser parce que c'est ma signature. C'est comme, c'est lui, la façon dont je le travaille, la façon dont je connais la façon dont je vais faire mon empâtage avec mon système, c'est ça qui va me donner cette petite identité qui est dans plusieurs de mes bières. Puis c'est ça que je le sais. Si je ne l'ai pas, je sais qu'il y a un problème dans cette bière-là. Tu dois avoir un cahier impressionnant. Est-ce que tu es le genre de gars qui a un cahier à la main puis tu penses. Non, je suis plus numérique. Oh shit, ok, t'as une dérange numérique. Dans la dernière année, grâce à Brian qui est arrivé dans la brasserie, ben, j'ai pu vraiment mettre toute l'emphase sur le contrôle qualité puis surtout le fine-tuning de justement comme arriver à l'improviste, goûter, prendre quelque chose, regarder un mou, prendre les informations pour être capable de le répéter. Puis on a c'est ça qui est le fun, je veux dire. On a des recettes surprises, comme on fait une recette, puis c'est comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme, mais on le sait parce qu'on l'a noté que c'était ce qui s'est passé. Okay. Là, c'est comme, mais c'est exactement ça qu'on voulait avoir sur cette bière-là. Donc, c'est comment aussi après, genre, des fois, quand tu sais que ça chie quelque part, puis que tu fais comme, mais ça résout le problème ailleurs. Donc, ça, c'est le fun. Mais c'est bon avoir des personnes qui sont. Oui, avoir deux personnes en même temps, c'est comme, tiens, c'est ça l'impact, je veux dire. Juste un changement d'un degré dans l'empâtage sur une bière nous a permis de découvrir comme la résolution, ça fait 3 fois qu'on n'arrive pas à résoudre. Tu sais, genre, quand on dit qu'on est un brasseur épiqué et que c'est comme personne ne le voit, mais c'est juste toi qui le vois, ben c'est ça ça s'est passé sur une coupelle de bière comme ça. Tu sais, on est encore jeune aussi, c'est ça. Oui, 3 ans c'est rien, mais t'as quand même 15 ans dans le corps de bière, toi, en tant que tu gosses là-dessus. Tu sais, quand tu vois, tu as des 473, tout ça, des clients qui s'en viennent ici, tout ça, tu sais. Comment tu fais pour développer ta business à long terme avec ça? Parce que, tu sais... avec la canette, tu parles? La canette, laisser des kegs, tu sais, on a beaucoup, tu sais, en dehors du brassage, ce qu'on parle maintenant, c'est le côté tout le temps des clients. Le monde, c'est un bar, puis le bar, c'est souvent sur le machine à cash, qu'on appelle ça souvent. Non. Mais l'affaire, c'est que, comment on fait pour développer sa business à long terme derrière de ça? Parce que, pour l'instant, tu as de la bonne bière, j'ai jamais rien goûté de mauvais à toi, j'ai même amené des bières illégalement en Ontario, ça a été correct. Illégalement en Ontario, j'ai amené là-bas pour ma famille, tout le kit. Et tout des bières très intéressantes, le monde aimé. Ouais. Ma famille habitait à Fergus, les autres sont à côté des Irlandais, qui ont beaucoup aimé leur bière. C'est comme, what the fuck is this shit? C'est plus de bonne bière, tu sais. Nice. Puis Fergus, c'est Scottish, Irish, tu peux pas avoir plus que ça, tu sais. Mais l'affaire, c'est que comment on développe sa business à long terme, parce que t'as quand même, c'est pas une bière, c'est des bières difficiles quand même. Tu vas arriver quelque part, tu vas les goûter, tout ça, le monde, quand ils goûtent, gun. À long terme, quand tu fais développer ça, tu sais. C'est
ça qui est drôle parce que j'en parle avec d'autres microbrasseries de certains styles. Je parlais avec une microbrasserie cette semaine, Brassage, je dis comme, pis comment elle sort cette bière-là chez toi, là? Elle me fait genre comme, ben, elle sort pas. Tu sais, genre, je suis assis sur autant de litres en ce moment, elle sort pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, comme, ton serveur, il sait-tu en parler, etc. Je suis comme, non, mais mon serveur, il est là pour vendre de la bière. Il fait pas du conseil. Donc, c'est là où je vois vraiment la différence que, tu sais, tantôt, je t'ai dit, c'est dans la pédagogie. Ben, tu sais, moi, je veux dire, c'est pas juste moi en tant que brasseur qui fait de la pédagogie, c'est le restaurant. C'est mon restaurant, c'est tout, c'est-à-dire c'est chacun de nos employés, là, chacun des serveurs qui parle, qui justement comme étant intérêt. Mon staff ici, là, je l'adore parce qu'il pose des questions sur chacune des bières pour pouvoir mieux la goûter, mais mieux la vendre puis mieux l'expliquer. Okay. Donc ce qui fait que, tu sais, par exemple, j'ai un de mes employés, là, on a une soirée casque. Casque au Québec, ça n'a pas une pas tant que ça. Ben, je veux dire, le soir, il est là, moi je sais que je le sors quand il est là, on le sait d'avance, là, puis c'est comme, je sais que ça sort. Pourquoi? Parce que c'est de la pédagogie. Il explique, bonjour monsieur, bienvenue, vous avez 2 bières actuellement, on a 2 nouvelles bières, on a un casque traditionnel anglais, est-ce que vous voulez que je vous le fasse goûter? Moi, ça ne me dérange pas de faire goûter de la bière, parce que si la personne, c'est le petit 5 secondes de début qui fait toute la différence sur le sentiment que le client va avoir dans le restaurant, là, de se dire que, ah, ok, j'ai un service bon, je me fais goûter une petite bière gratuitement, c'est comme, ah, c'est un testeur, c'est bon, oh, c'est une dark mild, c'est différent, ça coûte le café, c'est une bière noire, 3,7% d'alcool, ah, ben écoute, je vais t'en prendre une pinte, tu vois, c'est tout ça qui fait que dans la pérennité, un établissement, c'est une équation globale de justement de ta qualité de produit, mais ta qualité de service. Parce que la personne qui fait le produit, c'est pas lui qui la vend forcément. Donc, c'est tout ça en soi qui... c'est beaucoup d'éducation. C'est beaucoup d'éducation. Puis c'est ça où nous, on a fait le pari de justement être une brasserie éducative, de se dire comme, regarde, on fait un vieux style, puis on vend ce vieux style. Tu sais, là, hier, on a brassé une rousse au seigle. Beaucoup de seigle. Ça stock mâche beaucoup. C'est comme... J'ai à nettoyer ça, mais ça. Ah oui, ouais, ça a été quelque chose. Puis, ben c'est ça, c'est le fun. On l'a brassé il y a 1 an et demi. Elle a eu des super beaux commentaires. On a pris le temps. On a fait une canette avec ton associé. Ouais. Okay, j'ai hâte qu'elle arrive. Là. Tu sais, ça va être une bonne bière d'éducation parce que si c'est comme... tu sais, les bières de seigle, ça commence vraiment de plus en plus à être présent. Tantôt, je sens passer du coq à l'âne, mais tu parlais le pari des bières anglaises dans un secteur qui est très niché, tu sais, IPA, lager, tu sais, très nord-américain. Mais dans les dernières années, le nombre de mild que j'ai vu sortir par des microbrasseries est plus que ce que je m'attendais du marché. Ah ouais. Vraiment plus. Puis moi, je suis curieux de savoir aussi comment ils vendent ça, parce qu'ils disent mild, mais c'est une bière douce. C'est une rousse en même temps. C'est comme aussi, c'est tout comment on arrive justement en tant que nous, les différentes microbrasseries, à faire de l'éducation populaire sur des styles qui étaient avant très réputés, qui ont été perdus, puis justement les gens ne s'intéressent plus forcément à boire des styles historiques. L'affaire, c'est que pour moi, tout le temps, la bière britannique, la bière irlandaise, moi, ça doit être une bière de fût. Ouais. Moi, les canettes, j'y crois pas beaucoup. C'est un mal nécessaire. Ouais. Est-ce qu'à long terme, tu devrais ouvrir ailleurs pour développer ce business-là? Parce que demain matin, ton bar, t'as la façon de travailler, ta façon de la beauté de ça. Quand tu arrives ici, t'as une façon de travailler, tout le kit. Est-ce qu'à long terme, ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'aller ouvrir ailleurs? Parce que ta bière, elle véhicule mieux quand elle est en fût. Oui. Oui, ça véhicule mieux quand elle est en fût. Étonnamment, il y a certaines bières que je préfère en canette. Ah ouais? Ouais. Il y a des bières qu'on a justement aussi plus orientées sur la canette. OK. Tu sais, je pense ma Best Bitter, ma ESB, ma Ordinary Bitter, là, sont meilleures en canette. Parce que justement, comme c'est une canette, le shelf life il est beaucoup protégé par ce 473 versus au pub où elle passe moins longtemps. Donc, ben, étonnamment, la façon dont on l'a gazé, on l'a bien gazé pour que le client ait une belle expérience en canette. Okay. Je dis pas que c'est mes meilleures ventes, mais ma ESB, par exemple, en canette,
c'est l'une des plus belles canettes qu'on a faites, c'est au niveau du produit, au niveau de la finition, la bulle qu'on a faite. Puis c'est les commentaires qu'on a eu des détaillants. Elle s'est retrouvée énormément dans les petites canettes, tu sais, les canettes de Noël, là. Oh. Donc, j'en ai beaucoup qui sont... Les caisses de l'avant, il y en a beaucoup qui sont sorties là. Puis tu regardes sur une table, puis je fais comme, ah, cool. C'est exactement ça, le feeling que j'avais. Puis c'est ça aussi que les clients ils l'ont. Donc, tu sais, la réponse est oui, le fût c'est meilleur. Mais aussi comme, finalement, il y a quelques canettes, des fois, ça sort quand même bien, tu sais. Pourquoi la 355? Parce que moi, je suis quelqu'un, tu sais, comme... Peut-être cette année. Développement de la caisse, on se parlait avant l'entrevue, beaucoup de développement dans la caisse de 12. Ouais. C'est plate, mais tout le monde va vendre chez Maxi, ça va comme ça, les détaillants spécialisés vont y goûter à cause que Maxi ouvre des mini Maxi, tout ça. Le développement comme ça, on va souvent nous autres dans les affaires on voit le développement là-dessus, puis tous les brasseurs sont là-dessus. Tu sais. Moi, j'étais un brasseur artisan, donc c'est-à-dire que 90% de mon chiffre d'affaires, c'est ici. Tu sais, la vente à domicile, c'est pas énormément, c'est 8-10%. Ce qui fait que je mets pas... mon énergie est aussi par rapport à mon efficacité de faire de la bonne canette. Tu sais, on a un système canette maison, ce qui marche on point. Tu sais, on a très peu de low-fill, on a des bons résultats sur la tu déo. nettoies bien, mais ça l'affaire, mais t'es un gars qui nettoie beaucoup, je sais que tu nettoies bien. Oui, puis tu sais, on connaît, on maîtrise notre équipement, ce qui fait qu'on veut s'assurer qu'il soit opérant. Tu sais, il va avoir bientôt... il vient d'avoir 2 ans, notre équipement. Puis on le comprend de mieux en mieux. Puis... Tu sais, genre, tu posais la question de la 355, tu sais, dans le sens que, oui, le marché voudrait plus de la 355, mais il y a aussi énormément de clients qui veulent de la 473. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a gossé beaucoup le monde là-dessus, 355 uniquement pour des porters. C'est pourquoi? Parce qu'on vieillit, puis moi, je peux plus boire un porter. Ça dépend. Une grosse bouteille tout seul, man. Si tu parles de Robust Porter ou tu sais, des Strong Porter, là, oui, je serais beaucoup plus sur la 355. C'est genre, mon rêve, c'est de faire un vin de blé. Je veux dire, il y en a peu sur le marché. Ouais. J'ai une recette que j'ai travaillée à la maison, puis je l'aime beaucoup, j'ai encore quelques bouteilles. Puis c'est comme, là, oui, t'es passé 8-9 degrés, là, c'est du 3,55. Oui, parce que moi, on disait au début, on parlait de la vieillesse, de la oui. monde qui vieillit, tout ça. Tu sais, moi, j'ai des bières chez nous, que ça fait comme 3 ans que je les regarde, j'attends que mon frère arrive chez nous. Je sais, je viens d'en ramener à Brian parce que lui est plus jeune que moi, mais j'ai mon stock de bière chez nous qui est comme... je bois plus ça, là. Je sais, on vieillit là-dessus. J'ai encore des Barrel Age 3 mousquetaires. Moi aussi, j'ai quelques Messalem qui sont là-bas, Sir John, qui sont pas ouverts encore, mais je sais. Mais ouais. Ouais, non, je me suis fait demander pourquoi pas des 355, mais énormément, étonnamment, comme je suis beaucoup en épicerie spécialisée, j'ai quelques grandes bannières locales. Je suis dans 3 IGA, 2 IGA et un truc. J'ai aussi des métros qui sont juste à côté, parce que je fais vraiment le commerce extra-local. J'écoute aussi de voir c'est quoi aussi leur feedback. Est-ce que réellement le 355 est mieux? Tout dépend du produit. C'est comme ça, c'est la petite lager que tu veux sortir rapidement pour monsieur et madame tout le monde qui ont plus comme grands brasseurs qui veulent de là. Moi, j'aime ça, ma petite canne de 3,55. Puis finalement, c'est le prix qui est important et non pas la quantité. Donc, je reste encore comme ambivalent en ce moment. Oui, quand on va faire une bière forte, 3,55. Pour le moment, je reste encore en 4,73. Puis comme je fais des bières autour de 5%, ça passe bien quand même. Une 4,73, ça se partage bien aussi mieux qu'une 3,55. Puis, tu vois, cette année, on a fait l'année passée, c'était une année de on testait le marché justement de détaillants, de je dire comme on est capable. Dans un marché en difficulté, on a essayé d'augmenter. On a quand même réussi à augmenter. Puis là, maintenant, c'est de se dire, écoute, le revers de la médaille, c'est, OK, maintenant, c'est le marché, comment il est en ce moment. Il est à la baisse. Donc, les gens veulent aussi boire mieux, plus simple, ce qui fait que c'est vraiment ton feedback de détaillant qui va être important de te dire « Elle sort bien parce que moi, j'aime cette bière-là, donc je la vends. » Donc, c'est toute la relation de la chaîne qui va du producteur au client. Du data. C'est du data qui est important parce que tu le vois, il y a des détaillants, s'ils n'ont pas de bon service client avec, c'est pas le problème de la brasserie ou de le truc, finalement ça va être le problème de l'épicerie qui va justement se dire, pas d'épicerie, de détaillants spécialisés, on le voit avec les fermetures, c'est ça qui va être un problème parce que justement c'est là que ça se passe.
C'est comme là, il y a deux catégories de clients. Là. Les gens qui aiment le service, puis tu as les gens qui aiment juste comme parler à personne, puis ils veulent prendre juste la bière qu'ils ont l'habitude d'acheter, tout simplement. Toi, tu es une coopérative, toi. Oui. C'est l'année de la coopérative, cette année, Oui. gros événements, tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec vous autres? On participe. On hein? participe avec la table des microbrasseries. On va encore avoir une brasse avec la table des microbrasseries cette année. L'année passée, en novembre, en décembre, on a sorti l'effet coop, une pilsner collaborative de la table des microbrasseries brassée à la Barberie. Ah ouais. Puis je sais qu'il y a des choses qui sont encore en train de s'en venir. Oui, il y a un événement qui s'en vient en mai, je oui. pense, un gros événement qui s'en vient. Exact. Le fait qu'on est artisan brasseur, nous, ça nous freine un petit peu dans notre modèle économique parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir accès à tout le marché que les brasseries industrielles permet aussi. Donc, ça va être beaucoup plus à petite échelle, du one-to-one. Tu sais, l'avantage que nous, on est capable de faire, c'est que comme on est un petit établissement de production, ben moi, je peux faire de la canette corporative beaucoup plus réduite, tu sais, je veux dire, de par 15, maximum 48 caisses, tu sais, par multiple de 15, là. Puis je peux faire ça pour des coopératives ou des entreprises. Donc c'est peut-être un petit peu plus ça que je veux viser avec l'année de la coopérative. Aussi recevoir un peu plus des événements. Tu sais, je veux dire, l'effet coop, on l'a eu ici, ça a été des bons commentaires. C'est vraiment une bonne bière. J'ai hâte de la revoir aussi cet été, si elle est brassée. Donc pas mal des trucs comme ça. Là. Je t'avoue qu'en plus on est comme dans notre troisième année, puis la troisième année, c'est la plus importante. Donc, c'est comme, il faut que je choisisse entre je mets-tu de l'énergie dans l'année de la coopérative ou je mets de l'énergie dans la coopérative. Donc, là, actuellement, je suis plus de mettre de l'énergie dans la coopérative. Parce que ça fait longtemps que toi et moi, on parle d'un festival ici. C'est quelque chose que je sais que tu veux pas. Ça fait longtemps que tu voulais en parler. J'aimerais ça faire un petit festival de bière coop. Dans le parc à côté, mais... en face d'ici, ça de la place. Ouais, faut demander aux Canadiens Pacifique. ouais, c'est vrai, t'as raison, ça. Mais non, il y a pas mal de petits trucs. On a fait de l'année passée, on a fait plusieurs... on a fait on a fait des marchés publics, on a fait des petits festivals locaux. Ce qui fait que là, cette année, on baisse un petit peu, justement, parce que... C'est pas tout le monde est en descend là-dessus. Puis c'est l'énergie aussi qui va avec. C'est les coûts, puis toutes ces affaires-là, puis aussi le retour d'investissement, si ça vaut la peine. Il y a un festival où on a dit non cette année parce que, écoute, regarde, on a fait des maths, puis on a fait comme, OK, on n'est pas prêt pour faire des festivals, ça nous a coûté beaucoup trop cher. L'expérience, c'était le fun, on ira peut-être l'année prochaine, si on était mieux préparé aussi, tu sais, genre, il y a des choix difficiles. On a fait un 3 festivals de fin de semaine, puis ça a été vraiment très intéressant, puis l'avantage, c'est que c'était ici, notre clientèle était là, donc ce qui fait qu'on a pu voir le retour sur investissement de, hey, on est allé. Et les gens nous ont découvert, les gens ont tripé sur nos bières anglaises, même si c'est un festival allemand, puis parce qu'on avait oublié d'avoir des bières allemandes. Puis une lager anglaise qui ressemble à une lager. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour vous autres, des nouveaux produits, tout ça? Oui. Excuse-moi, 4 pour le Pils, puis 3 pour le blé. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui s'en viennent? Tu sais, on a déjà parlé, toi et moi, à long terme. Il y a comme un an de ça, tu as commencé à penser peut-être à des nouveaux produits. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui s'en viennent dans ta tête ou pas pour l'instant? Cette année, je reste beaucoup dans le fine-tuning de mes recettes actuelles. Il y a des recettes qui vont disparaître parce que je fais un choix de justement comme... elles ont fait leur temps, même si c'est rapide. Il faut cleaner des fois. Il faut cleaner, puis revenir plus tard, puis réfléchir. Cette année, j'ai mis 2 ans à faire un start. 2 ans à faire un start. On avait un super start chez nous. Là. Bonjour Renaud et Sean Avant-Garde, j'avais votre start pendant tout ce temps-là. Puis maintenant, je vous ai dit que j'avais un bon start maintenant, puis que je vous en prends plus. Hein. Je vous adore. Mais tu vois, je veux dire, j'ai triplé mes ventes de start avec cette bière-là. Ce qui fait que je veux travailler cette recette-là beaucoup plus. J'ai une nouvelle rousse au sec, ma rousse au slag, qui était date 2023, qui revient bientôt. Je t'ai parlé de ma New English IPA qui est sortie là, qui va être ma bière de fine-tuning des 2 prochaines années, parce que c'est un style qui n'existe pas. Je veux dire, je peux pas la mettre dans Beach Mississippi quelque chose, parce que c'est pas une bière, c'est pas une anglaise classique, puis c'est pas une bière américaine. C'est une New English IPA brassée comme une New England IPA, mais avec tous des houblons anglais. Donc c'est un peu fucked up. J'ai des canettes qui s'en viennent de ça bientôt. Ben non, c'est cool ça. Puis, toi, qu'est-ce que tu aimerais dire au monde avec ce qui se passe dans l'industrie à part? Bien sûr, acheter local, c'est important. Ouais. Essayer de développer plus des fournisseurs locaux, des trucs comme ça. Et pour toi, c'est quoi le message que tu donnes aux gens
Mais c'est pas seulement l'industrie, mais le monde, vraiment, le monde les consommateurs. Il faut supporter les microbrasseries. Définitivement. Je veux dire, supporter vos microbrasseries locales. C'est elles qui ont un impact dans le milieu parce que ces petites microbrasseries, aussi bien artisans brasseurs que brasseries industrielles, elles créent une valeur ajoutée de un local, des emplois, puis le support là, inconditionnel de la clientèle et la nouvelle clientèle autour pour ce milieu-là. C'est ça qui va faire la différence dans le milieu. Tu sais, les grands brasseurs ont une belle routine. C'est des grandes brasseries qui ont l'habitude, puis ils ont leur clientèle, puis c'est de faire découvrir à la nouvelle clientèle c'est quoi la bière différente. Tu sais, je veux dire, ça reste que tu sais, dans des épiceries où je vois bière de microbrasserie, mais c'est comment? C'est de la Guinness, c'est comme de la Sapporo. Je fais comme, mais c'est mensonger, c'est du mensonge. C'est du pricing tout le temps. C'est du pricing, ça veut dire que, tu sais, l'éducation des bons mots, de se dire une bière de microbrasserie, c'est une brasserie qui fait moins de moins d'une centaine de milliers d'hectolitres par an, là. Mais c'est aussi tout son impact dans son milieu qui est important, pas forcément d'être une microbrasserie, tu sais, d'avoir l'appellation, parce que l'appellation microbrasserie n'est pas protégée, c'est ça qui me fait chier. Non, parce que tout le monde peut s'appeler comme ça. Tout le monde peut s'appeler microbrasserie, puis parce qu'on a eu le petit problème avec Trou du Diable. Oui, c'est ça, tu sais, je veux dire. C'est le bar ou l'autre. Ouais, tu sais, je veux dire aussi, tu sais, quand tu vois des bars qui s'appellent, qui se disent microbrasserie, brasserie artisanale, qui vendent de la Labatt 50, c'est comme. Je trouve ça effarant. Moi, ça me révulse parce que ça dénature le message que tu dis à la clientèle que ah ouais, c'est de la bière de microbrasserie. Mais non, c'est pas de la bière de microbrasserie, c'est fait par une grande brasserie qui veut faire de la bière de microbrasserie entre guillemets. Puis c'est comme j'ai pas de problème avec ça, mais c'est juste l'appellation qui est erronée. C'est un mensonge sur le produit finalement. Ouais, puis le client, il faut qu'il ait l'expérience, il faut qu'il mette de l'argent. Parce que c'est ça qui donne un impact négatif. Tu sais, je veux dire, si tu as une bière entre parenthèses microbrasserie mal respectée, mal entretenue, dans un frigo d'un détaillant, puis finalement sa première expérience c'est cette bière-là qui finalement est périmée d'1 an et demi puis qui goûte genre comme dégueulasse, ben le problème c'est qu'il va dire j'ai goûté de la bière de microbrasserie, c'était pas bon, ben tu sais genre comme ben c'est ça qui va rester après dans sa tête, c'est ça le message qui va véhiculer, ce qui fait que ça va être long à pouvoir revenir en arrière. Tu sais ici c'est vrai que tu sais blague à part, je me fais demander des fois de la petite blonde, as-tu de la Coors Light, as-tu de la Labatt 50, on produit de la bière ici. Tu veux-tu goûter ça à la place? Ah, c'est bon! Ah, ben parfait, ma Keller Beer, c'est exactement celle dans tes palettes qui est justement pour toi. C'est comme aussi de te dire que, tu sais, de dire, c'est quoi que t'aimes? Ah, ok, c'est quoi que tu bois chez vous? Ah, ben je vais te faire découvrir ça. Ah, ok. Puis là, c'est à partir de là, tu te rends compte que ben, quand cette personne s'en vient là, elle dit, hey, j'ai goûté ça chez toi la fois dernière, est-ce que tu l'as encore? Donc là, tu commences déjà à créer un lien direct avec ta nouvelle clientèle. C'est un marketing one-to-one. C'est ça, oui, c'est ça qui est important à faire. Puis, tu sais, dans un monde où actuellement toutes les microbrasseries courent après leur queue pour justement garder des parts de marché, il y a énormément de microbrasseries qui ouvrent, il y a énormément de microbrasseries qui ferment. Tu sais, je veux dire, le marché, il est pas saturé. On va pas le dire, André, il est pas saturé le marché. C'est la clientèle qui est à la fois pas encore prête justement à changer parce que les prix sont hauts, mais parce qu'il est pas capable, tout augmente, mais le prix de la bière doit pas augmenter. C'est comme, mais où va le monde? Puis d'un côté, c'est l'autre, c'est de se dire comme, tu sais, les les clients vont beaucoup plus vers les microbrasseries qu'ils aiment, les produits qu'ils aiment, qu'ils connaissent, parce que quand ils veulent ouvrir une canette, ils veulent pas l'acheter. Ben, ils veulent la constance, ils veulent la constance. Ce qui fait que c'est difficile de créer des nouveaux produits actuellement sur le marché parce que tu sais pas si ça va avoir l'effet escompté de te dire comme oui, tu as fait une nouvelle IPA, mais ton client il préfère ton autre IPA parce qu'il sait pas ce que ça vaut ta IPA là, mais il va l'essayer quand tu vas être sur place chez vous, quand il va venir vivre l'expérience intégrale dans la microbrasserie. Pas forcément quand il va dire ah, une nouvelle IPA. Ouais, si c'est 99, intérêt d'être bonne. Puis si elle est pas bonne, ben à partir de là, c'est comme ça crée un problème d'image. Ben, excellent.
Écoute, David, ou David, comment David, tu veux qu'on David, l'appelle? David. C'est le British Non, David. non, David, c'est un vieux pseudo qui date d'il y a longtemps. Puis tu sais, je veux dire, je rêve là, avoir du temps, avoir un petit peu plus d'argent personnellement. Ben, tu sais, dans le sens comme j'irais faire un petit tour en Angleterre, j'irais faire un petit tour en Irlande. Tu sais, j'adore l'Irlande. Tu sais, ma stout, j'adore la Guinness. J'adore la Guinness, mais celle de Dublin. Celle de Dublin. Tout le monde parle de ça, mais tu sais, la Guinness, c'est une grosse compagnie, ça reste un super classique, bon, mais mais tu peux j'aime pas l'export. J'aime pas la Guinness Export qu'on trouve ici sur le marché canadien. J'aime la Guinness que tu trouves dans les petits pubs en sous-sol à Dublin. C'est ça que j'ai essayé de rechercher avec ma start ici, qu'on sert à l'azote. Je suis quand même content parce que c'est pas tout à fait proche, mais ça se ressemble plus qu'à ce qui est dans mon souvenir. Ben, excellent. Écoute, David, merci beaucoup pour ton Merci temps. à toi, Léo. Écoute, la Shop Angus, Montréal. C'est quoi l'adresse déjà? 2601 rue William Tremblay, le petit local 140, mais sinon on est au coin Molson et William Tremblay. Ben oui, man. Puis tu peux là-bas, rappelez-vous, Ouais. la bonne bière, la bonne bouffe, le monde sympathique, Ouais. qui vont nous montrer tout ce qui se passe ici. Oh, il n'y a pas de cachette, il y a des Non, grosses fenêtres non, pour on est, voir on est dehors et vitré. l'intérieur, mais tout est là, tu sais, tu vas voir mieux que ça. On est extra vitré, on voit tout. Il y a des belles cuves au plafond qui ne sont pas des objets de décoration. Non, ils sont là pour ça, Ils sont non? très utiles, sont très chargés actuellement. Ça pèse 3,5 tonnes. Ah non, c'est de la job faire ça, man. C'est de la job. C'est le fun. Pour vrai, c'est. Ce mois-ci, là, début mars, là, ça va faire 3 ans qu'elles sont au plafond, puis c'était l'une des journées où j'ai pas dormi. Combien d'hectolitres, man, tu penses que t'en as fait depuis 3 ans? Combien d'hectolitres j'ai fait depuis 3 ans? Écoute, on a fait 10 la première année, on a fait 25 la deuxième année, on a fait 37 l'année passée. Quand même, hein? 37 000. Puis là, cette année, je vise à peu près un 35 000. Tu sais, genre, ma capacité est capable. Je suis capable de faire 60 000 hectolitres. Puis j'ai. Non, 370 hectolitres. Ah, j'ai toujours du jour. 37 000 litres. C'est 37 000 litres. C'est beaucoup, man. 37 000. Puis je pourrais faire plus, mais je préfère faire moins. Mais de la bonne qualité. Oui, vraiment. Tu sais, on prend le temps. Tu sais, je veux dire, je sors pas de bière en moins de 2 semaines. Je sors pas de bière en moins de 3 semaines. Mes bières passent 3 à 6 semaines dans mes cuves pour être sûr qu'elles soient comme ce que je veux. Tu sais, c'est que si on a des traitements à faire particuliers, je veux pas sortir au client une bière qui a un défaut. Je veux comprendre le défaut. Puis s'il faut que je fasse le choix de mettre une bière au drain, ben je le mettrai. À date, j'en ai juste mis une. Ok. Puis, tu sais, c'est l'expérience aussi qui fait que si ta bière est pas de qualité à ton robinet, tu vas le payer d'un coup parce que ton client va pas Il la revient vendre, pas, il revient pas, il va être déçu, il va se dire comme... Tu sais, ça m'est déjà arrivé une couple de fois de faire comme « Hey, je suis assis, je vois une bière qui coule, je fais comme « Hey, il y a un problème. » La bière est allée sur la table du client, puis je suis parti voir le client avec un nouveau verre, puis je fais comme « Tiens, c'est un verre de remplacement. Je suis pas satisfait du verre que tu as actuellement. » Puis ça, à chaque fois, je suis content parce que oui, je perds une pinte. Mais non, je gagne une pinte parce que finalement, le client, lui, va en reprendre une. Il y a eu un service client. Tu sais, souvent, ça arrive que, tu sais, je fais du service. On est tous présents, là. Tu sais, comme, je suis présent, ça me permet aussi de faire du one-to-one avec des nouveaux clients. Puis ça me permet aussi d'avoir des nouveaux clients externes parce que, je veux dire, nous, mon keg, c'est de la consommation à domicile. Hein. Si tu as un frigo à keg, tu cherches des kegs, j'en vends pour les... Enfin, il faut qu'ils viennent le chercher, là. Mais ça se fait. Je sais que ça se fait demander. Donc... De plus en plus, ça en vient, man. ben oui, un kegerator chez vous, là, c'est le fun, là, 130 litres. Mais le plus que le monde n'utilise pas plus que ça, parce que à chaque fois que je parle du monde, disait, tu sais, tu peux voir ça chez vous, tout le monde est comme, ah, j'ai jamais pensé à ça. Non, puis c'est pas si dispendieux que ça, là, tu sais, genre comme, tu sais, j'ai des 20 litres et des 30 litres, puis, tu sais, des 20 litres, genre, j'ai ma petite flotte, j'ai aussi ma clientèle de 20 litres, ce qui fait que, je veux dire, mes 20 litres tournent au bout, puis j'ai de plus en plus de clients qui ont la capacité de pouvoir prendre des 30 litres chez eux, puis c'est comme, ah ouais, t'as fini un 30 litres en une semaine, comme moi, j'ai pas passé 30 litres en une semaine de cette bière-là, c'est comme, t'en reprends compte, tu sais, c'est le fun, là, je suis content, tu sais. Ça fait 3 ans. Merci Léo de ton passage ici. Là. Je suis comme toujours content de te voir. Là. Moi Ça aussi, fait tellement merci. longtemps qu'on s'est pas vu. Puis, Moi aussi, c'est comme, j'ai hâte à la chaleur. Hein. viens au 3e, viens mi-juin, viens nous voir là. Je veux. Non, je suis en Colombie. T'es en Colombie? Ah!
Colombien, aguardiente. Oh my c'est God. fait encore plus au soleil. Plus de soleil, plus de chaleur. Puis l'aguardiente. Ah. Sans fin, man. Profites-en. Sans fin, mais sans fin. Profites-en. Puis des singes qui te volent ta bouffe. Ah oui, bah. Ça, je n'ai pas. Le monde, il ne me connaît pas ça, mais il y a des singes qui te volent la bouffe. Ils volent la bouffe, man. T'es du troc. C'est sûr, sa vie, man. Mais David, Merci à encore toi. félicitations. Comme toujours, tes bières sont excellentes. Merci Tu travailles beaucoup. très bien ici. Puis bien sûr, tout le monde, venez visiter. Oui. C'est des bières faites avec du Québec, avec des produits québécois. Puis bien sûr, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@baromac.com. Puis envoyez un courriel aussi à David. Oui, vous pouvez envoyer info@lashopingus.com, notre Facebook, on a tout ça là. Puis découvrez les produits québécois, c'est vraiment le fun. T'sais, Inomalt, c'est une bonne malterie. J'ai travaillé avec d'autres malteries québécoises aussi. Moi, j'affectionne beaucoup Inomalt. T'sais, je rêve le jour où on est capable d'avoir du malt de spécialité foncé canadien, québécois canadien, là, mais ça va être rare. Là. Mais c'est quand même le fun. T'sais, goûter, parler à vos brasseurs, puis essayer de voir c'est quoi le feeling qu'ils ont avec les malteries. Je veux dire, Inomalt, Raphaël, Danick, je leur parle souvent, plus à Danick qu'à Raphaël, mais quand même. Là. Mais elle est quand même une belle moustache. Oui, exact. La moustache fait toute la différence, moustache, quand même. exact. Puis c'est quand même, j'aime beaucoup cette facilité de justement comme, hey, j'ai vu que c'est un nouveau malt, j'ai vu que c'est une nouvelle production, est-ce que je dois la traiter différemment? C'est cool aussi parce que, pour finir un petit peu sur la relation avec Inomalt, là, c'est aussi eux qui viennent vers moi. Parce que, tu sais, je commande par Mou International parce que c'est ici à Anjou, puis c'est facile, le distributeur, là, vraiment, allô José, allô Sylvain et compagnie. Puis, tu sais, moi, je commande énormément de Inomalt, ce qui fait que je sais que certains lots, ils savent que c'est moi qui le prenne, là. Puis, Danick me dit, genre, comme, hey David, c'est comme ton grain est plus fin sur cette batch-là, je suis comme, ajuste ta mouture. Fais attention, là. T'sais, genre, je trouve ça cool. Ou, telle poche, là, c'est comme, on n'est pas satisfait, on t'en envoie une autre. C'est comme, j'aime beaucoup cette relation très one-to-one. Très humaine aussi. Très humaine. Je regrette de ne pas pouvoir vendre mes produits à Sherbrooke parce que je sais que mes produits anglais. C'est vrai que tu as une bonne communauté là-bas. Oui, puis c'est. Mais moi, je suis surpris que tes bières sont bonnes dans les fish and chips. Là. Dans les fish and chips? Moi, dans mon fish and chips ici. Non, je dis. À travers le Montréal, il y a quand même beaucoup de fish and chips. Puis avec ça, il y a Contrôle 21, il y a quand même le problème, c'est que je peux pas vendre au resto ni au bar. C'est le gros enjeu. T'sais. J'aimerais ça pouvoir sous-traiter ma Golden Ale à quelqu'un d'autre avec plaisir, dans le sens comme, je veux dire, on travaille avec la microbrasserie à l'affût parce que c'est un membre de notre coopérative, puis c'est là où j'ai travaillé avant. Mais c'est un gros projet, donc pas de faire 600 litres d'une Golden Ale, mais faire 1800 litres minimum d'une Golden Ale pour un marché à tout à développer. Donc, si j'avais des bars qui voulaient absolument avoir des bières anglaises par nous, je veux dire, j'ai la capacité de le faire parce que je connais l'eau de la microbrasserie, je connais le système de brassage, je connais les brasseurs. Donc, je suis capable de me dire que si je sous-traite ma bière pour pouvoir la vendre parce que j'ai pas le petit permis pour le faire, excuse-moi l'expression, mais c'est parce que c'est commencé à carrier. Si j'ai la possibilité, moi, directement de le vendre, je le ferai. Mais s'il faut que je le sous-traite, je veux aussi m'assurer que mon produit que je veux sous-traiter correspond à mon standard. Que de me dire comme, OK, c'est tel profil d'eau, parce que l'eau de Saint-Tite et l'eau de Montréal n'est pas la même. Puis 96% de ta bière, c'est l'eau de là où tu es qui fait toute la différence. Donc, c'est là aussi justement que ça m'est arrivé de l'expliquer à des clients que, ouais, mais une bière brassée à Chicoutimi, une bière brassée à Montréal, là, avec la même recette, le même brasseur, le même équipement, elle goûte pas pareil. Juste, on avait fait une recette avec Love Brothers de Toronto puis la gang de l'espace public de Montréal. Ouais. Il avait fait une bière avec de riz. Ouais. De la même façon, la même chose, puis il a changé tout ça. Ah non, c'est fou. Là, on a mis la recette dans le Baron Mag. Puis le monde avait capoté, c'est vraiment chez la Toronto brassée à bière. Ouais. J'ai acheté des canettes, la même bière, mais différente. C'est fou. Je suis content de Montréal parce que la qualité de l'eau est vraiment bonne, puis il y a tellement de points de contrôle, puis ça donne une certaine facilité en tant que producteur versus dépendre d'un bassin de rétention, d'avoir un puits artésien, tout ça, c'est comme
ou de justement dépendre dans une ville où tu as des habits d'ébullition le Ouais. jour où tu brasses, mais tu as déjà l'eau qui est déjà dedans. C'est rien de plus. Heureusement que la bière filtre l'eau parce que ça se mérite là. Mais non, pour vrai, ben des challenges. Puis ouais, j'aimerais Écoute. ça un jour de me dire que ma bière est dans un pub, tous les pubs anglais de Montréal. Ben, tu sais, le ils ont marché acheté. il est impressionnant. Le marché de souvent, le chip, la fish and chips, c'est gros, man. C'est un gros marché. Là. Tu sais, on a de la bière dans 5-6 plats de notre menu là. C'est Ouais. comme Marie, on a un petit extra de bière, on a une petite perte, tu la veux-tu? Oui, bah, je vais la prendre. C'est de la soupe à l'oignon, il y a de la 1760, bientôt il y aura de la Dio. Notre sauce à poutine, c'est de la Young Ale. Notre fish and chips, c'est de la Wimbledon. Tu sais, je veux dire, il y a plein de petits trucs qui sont toutes avec avec de la bière dedans ici. Donc, c'est sûr que des cuisines qui veulent ça, c'est quand même le fun. Tu sais, on a notre boucher à côté, il utilise de la Young Ale. OK. Pour quelques saucisses, mais c'est minime là, en Ah ouais. cuisine de saucisses, donc c'est ça qu'il utilise dedans. Ouais. Écoute, man, il faut visiter comme ça. Si vous n'avez pas visité le Shop Angus encore, venez. Venez dès maintenant avant qu'il y ait plus personne, il y ait plus de place sur la terrasse cet été. Là. Les gens attendent ça. Puis c'est le moment de nous découvrir. On a encore un bingo drag le mois prochain. On a un atelier la semaine prochaine de dégustation de la bière. Je ne sais pas quand est-ce que sort ton article, mais il reste 3 places à date. On fait un atelier de bière, les bières anglaises. Avec David? Non, avec moi. C'est Ok. pas avec David. C'est nous, on a fait notre propre petit atelier aussi. C'est qu'on fait les bières anglaises et ses saveurs. Puis en Ok. fait, c'est un accord bière anglaise avec des bouchées. Donc, on présente un petit peu comment, c'est quoi. On fait une formation théorique de 1 heure sur le monde de la bière. Puis on parle aussi des spécificités des bières anglaises. Puis on fait goûter ensuite des bières anglaises de notre menu. Puis on les explique, on les décortique beaucoup plus. Tu sais, finalement, on va dans le 20% qu'on parlait tantôt de justement, ben, c'est ça que tu vas goûter à cet endroit-là. Puis tu sais, comme cette bière-là, laisse-la chauffer un petit peu plus. Tu sais, je veux dire, parler de la New English IPA, là, froide, là, mangue, abricot. Tu la laisses chauffer 45 minutes parce que j'ai laissé mon verre et j'ai oublié. Pamplemousse, la chair de pamplemousse qui revient. Tu sais, c'est le fun, tu vois, les différentes saveurs du houblon, dépendamment de la température de ton produit. Donc, c'est aussi, des fois, il faut boire vite, mais des fois, il ne faut pas boire vite une bière parce que tu vas goûter d'autres saveurs dans un produit. Puis surtout, les anglaises sont énormément dans ce style-là. Tu sais, il y a beaucoup de bières anglaises que tu dois goûter à 12 degrés versus à 4 degrés. Tu sais, une IPA ou une lager, tu veux ça froid, tu veux pas ça chaud. Contrairement, il y a des bières où tu veux ça plus. Voilà. Écoutez, Merci Léo. Merci beaucoup. On a Merci été beaucoup, organisé. merci beaucoup à David pour son temps. Comme je dis, on pourrait pas y avoir 1 heure de plus encore. On a pris Ouais, à se non. parler. Parce que tu sais, écoute, il y a beaucoup de bières, que ce soit de Wimbledon, British Golden Ale, tu sais, Keller Beer, plein de choses à découvrir ici. So, merci beaucoup encore. Puis bien sûr, l'équipe ici vous attend. Si vous avez des questions, leonardo@barmanque.com. Comme vous savez, il faut acheter québécois. Si vous pouvez acheter québécois, dans le Malte, allez à inomalt.ca. Vous avez plein de produits intéressants à parler avec eux autres. Ils sont bien sympathiques. Et comme vous dites, nous autres, on connaît du monde avec des belles moustaches dans le coin là-bas pour vous donner plus de conseils. Brian. Merci beaucoup à tout le monde Merci à vous. et à la prochaine. À la prochaine.